Dites-moi comment vous voulez guider un peu l'échange et avec plaisir pour partager un peu la vie de PO chez Artefact, en tout cas la mienne. Du coup, je te présente un peu pour t'introduire. Donc là, ça fait t'es manager data consultant chez Artefact et ça fait 6 ans et 3 jours. Du coup, donc les anniversaires. Ah ouais, tu connais la date? J'ai vu la date Ah en ok, tête, du coup, putain, je c'est peux bon, le c'est bon, c'est bon. calculer. Ok. Peut-être que toi, tu peux un peu te présenter, nous dire peut-être ton parcours avant, comment tu t'es retrouvé chez Artefact en tant que consultant data. Ok. Donc Artefact, c'est pour moi une aventure qui a commencé en stage de césure. Donc j'ai fait une école de commerce avec des stages assez classiques sur des sujets de marketing, business, etc. Je me rendais compte qu'il y avait tout le monde parlait d'intelligence artificielle et moi j'ai l'impression de travailler pour des grosses boîtes mais qui ne saisissaient pas du tout les enjeux ou les opportunités. Du coup, j'ai tapé sur Google IA et j'ai vu une vidéo de Vincent Luciani sur Welcome to the Jungle. Donc j'ai rejoint la boîte, j'étais le 32e salarié. Ensuite, j'ai affiné mes études autour des thématiques Big Data pour revenir en tant que consultant. Donc là, ça fait 6 ans. Et en 6 ans, j'ai eu 3 grandes casquettes, je dirais. La première, c'est d'accompagner plutôt sur des enjeux de strat et d'acculturation. Donc ça, c'est vraiment aller parler au COMEX sur c'est quoi pour l'entreprise, quels sont les différents cas d'usage qu'ils pourraient implémenter pour, c'est simple, hein, augmenter le chiffre d'affaires ou baisser les coûts. Et ensuite, quelle organisation people, quelle organisation technique. Donc ça, c'est des missions qui durent souvent 1, 2, 3 mois. L'objectif à la fin de ces missions, c'est de donner une vision à 3 ans de qu'est-ce qu'on veut faire. Et derrière, ça permet de débloquer des budgets pour lancer les projets. Et du coup, ma deuxième casquette, c'est une fois qu'on a fait la strat, c'est d'opérer les projets. Donc avec cette casquette de PO, où le rôle, c'est d'être entre le business et la tech, mais qui a une coloration particulière chez Artefact, puisque souvent, ça se fait dans une complexité soit de données, soit organisationnelle. En tout cas, il y a un truc qui n'est pas facile, parce que c'est simple, sinon, ils ne nous appelleraient pas. Et donc, le PO va faire plus que rédiger des specs, hein, mais il va vraiment être aussi au cœur de réflexions qui vont être orgas, c'est-à-dire qu'en fait, on va un peu défricher et mettre en place les process people au fur et à mesure, les sujets de data gouvernance ou autre. Et puis, le troisième rôle que j'ai eu, c'est dans un rôle de coach en organisation, en conseil en organisation. Donc là, j'ai aidé par exemple Servier ou Carrefour sur la création de ces équipes multidisciplinaires où on va retrouver les feature teams. Donc, beaucoup de boîtes maintenant ont internalisé ces compétences. Et donc voilà, c'est pas toujours intuitif hein, quand on réunit quelqu'un du business avec quelqu'un de l'IT pour que la mayonnaise prenne et qu'ils travaillent ensemble. Donc voilà, on a pas mal aidé à mettre en place et à acculturer toutes ces nouvelles équipes. J'ai aussi vu que tu intervenais sur des mandats chez Artefact, 2 mandats principalement. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est ces mandats internes et quel est ton rôle Ouais. pour ça? Alors je sais plus trop si c'est à jour, mais en tout cas dans l'histoire d'Artefact, j'ai eu pas mal de mandats différents parce que tous les 6 mois on peut changer de mandat. Donc un mandat, c'est passer du temps à développer l'entreprise en interne sur des sujets qui peuvent être les offres. Hein. Donc on va regarder ce que les copains ont fait sur un sujet, et puis on va faire des slides qui expliquent du coup nos projets, nos réussites, ce qu'on va proposer, comment on va accompagner les clients. Donc ça, j'ai pu le faire pour plusieurs thématiques, que ce soit des sujets de data marketing, des sujets autour de la sustainabilité quand on en faisait un peu plus. Et là, aujourd'hui, je m'implique plus sur tout ce qui va être organisation analytique. Donc, on retrouve cette thématique de comment mettre en place une organisation avec des feature teams pour délivrer rapidement des produits. J'ai un peu envie de revenir du coup sur ton expérience vélo plus en détail. Euh, c'est quoi les compétences que tu as développées quand tu t'es retrouvé pour la première fois à avoir cette casquette de vélo qui ont été un peu importantes? Et tu me parlais à l'instant de difficultés que tu peux avoir à mettre un tech et un business en même temps. Et si peut-être tu as un exemple d'une situation où justement ça a été compliqué et comment tu as fait pour réussir à faire prendre la mayonnaise. Ouais. La plus grande difficulté du rôle de PO, c'est, je pense, de dire non, en fait. C'est souvent, le PO va souvent être la personne qui collecte le besoin.
Et quand on est jeune consultant ou jeune PO, en fait, c'est un rôle très difficile parce que du coup, soit on dit oui à tout, mais en fait, à la fin, bah, on va être capable de rien. Soit on dit non à tout. Mais en fait, il faut trouver le juste milieu. Et pour ça, il faut réussir à se mettre, à prendre du recul et en fait, à avoir une réflexion en se disant, c'est quoi la finalité, la vision de mon produit? Quel est l'impact que je veux créer avec ce produit? Comment je le mesure? Et grâce à ça, on arrive finalement à rationaliser en fait la priorisation pour la faire comprendre aux interlocuteurs. Parce que parce qu'en fait, en réalité, on va dire non, on va dire les trois quarts du temps. Et donc, faut que les gens comprennent le non. Et derrière, ça va permettre à l'équipe de se concentrer sur les choses qui ont vraiment de la valeur et pas de se disperser sur plein de sujets qui, au final, ne vont pas apporter beaucoup de choses. Ça, je pense que c'est un truc important. Et je pense que le deuxième truc aussi que j'ai beaucoup appris en tant que PO, moi, c'est un peu le bon sens paysan, le pragmatisme, en fait. C'est un PO, c'est un truc où il y a un imaginaire de mots techniques, notamment autour des méthodes agiles, qui est très fourni, hein. Il y a beaucoup de jargon, en fait. Et du coup, ça perd tout le monde, en fait. Et donc, quand on arrive à réussir à prendre de la distance avec tout ce jargon pour en revenir finalement à des choses simples en fait, sprint planning, c'est quoi? C'est juste, on définit un plan d'action sur les 2 semaines, en fait, hein. Concrètement, c'est ça le truc. Un grooming, bah, c'est juste, on se liste les besoins, on s'assure qu'on les a compris, qu'on a une solution. Donc, il faut revenir à des trucs très terre à terre. Et grâce à ça, souvent, le truc marche beaucoup mieux. Justement, tu parles un peu de méthode agile. Je sais que sur Artefact, on est très soit waterfall, soit agile sur la mission, la plupart du temps agile. Et est-ce qu'il y a d'autres méthodologies que tu as appliquées ou justement, comme tu le dis, c'est plutôt des fois où tu vas revenir à l'essentiel? Oui. Alors, déjà, en fait, en réalité, on fait très peu d'agile chez Artefact. Tout simplement parce que quand on vend une mission, il y a une date de début, il y a une date de fin. Et donc, ce type de projet induit par définition un waterfall, c'est-à-dire qu'on va avoir un cadrage et un délivré. Et, et en fait, on induit en fait ces notions d'agile pour permettre d'apporter une flexibilité au milieu. Euh, et donc, les deux concepts vont un peu se mélanger, mais concrètement, moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, on va d'abord faire un premier cadrage qui va permettre d'estimer en fait, grosso modo, les ressources nécessaires. On va se donner un objectif à atteindre. Et en fait, l'agilité, ça va être plutôt des points de contact réguliers avec le business pour lui dire, en fait, OK, on est allé checker cette donnée, on se rend compte qu'elle n'est pas exploitable. Donc là, il nous reste encore 4 semaines de projet. On te propose de repartir, de pivoter pour aller dans une autre direction. Donc c'est là où l'agilité va se mettre en place plutôt. Et au niveau de cette gestion de projet, je me demandais si du coup tu avais des outils spécifiques que tu trouves efficaces, sympathiques à utiliser, ou même des, des profils LinkedIn, des gens à suivre bah, pour voir des façons modernes de gérer de gérer les projets sur que ce soit des profils sur LinkedIn ou des outils à nous conseiller. Ouais, bah, il y a les outils très connus, hein, Jira, Trello, ça fonctionne très bien. Euh, Moi, je reste aussi un grand partisan d'Excel. En fait, je suis un grand partisan de, de rester sur le geste le plus simple possible. Et l'outil doit venir faciliter ce process-là, mais ne doit pas venir l'alourdir. Donc, par exemple, le Jira, je ne le conseille pas aux équipes qui se lancent, quoi. Parce qu'en fait, c'est un outil qui est assez lourd à implémenter. Il faut apprendre comment ça fonctionne. Et donc, c'est limite, on va passer plus de temps à comprendre comment fonctionne Jira que de se concentrer sur les vrais sujets qui sont c'est quoi le besoin, est-ce qu'on a de la donnée pour le faire et par quoi on commence, quoi. Euh, donc, c'est un peu ça. Et sur les trucs à suivre, euh, moi, il y a des livres qui m'ont vraiment apporté une vision différente des choses. Je pense qu'il y a un livre qui s'appelle Impact Mapping, que j'ai beaucoup aimé. Euh, Parce qu'en fait, l'idée, c'est toujours de se dire, en fait, ce que je veux faire, ça doit avoir un impact. Et donc, on part de l'impact pour ensuite se dire ce que je dois faire. Et très souvent, on perd un peu le nord dans un projet et on fait des choses et on oublie pourquoi on le fait. Les devs, ils dev, tout le monde fait un peu son truc, mais à la fin de la journée, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Et ça, impact mapping, par exemple, ça permet de se dire, peu importe ce que je fais, je dois être en capacité de le mesurer. Parce que si vous ne savez pas mesurer la valeur de votre produit,
Et ben, au bout de 3 mois, on va vous demander à quoi vous servez. Et si vous ne savez pas le quantifier, bah, il n'y a pas de raison de vous garder. C'est, une entreprise, c'est avant tout un système capitaliste qui vise à créer de l'argent. Donc, si vous ne savez pas justifier le fait que vous créez de la valeur, bah, il n'y a pas vraiment de raison d'être. Après, il y a les classiques, Inspired, par exemple, qui est très bien. Quoi d'autre? Moi, j'avais bien aimé aussi Lean Analytics. Alors, on sort un peu des métaux produits, mais qui apporte aussi pas mal de framework un peu sur plus le développement d'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes à regarder aussi. Ouais. Bon, je vais finir après mes questions pour vous laisser poser les vôtres, hein. Mais j'en étais juste pour finir. J'en ai une qui est un peu intéressante, mais c'est si tu devais repartir en consultant junior demain, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement dans la façon de te former ou et quel conseil tu te donnerais à toi-même si tu revenais 6 ans en arrière? Euh, ouais, c'est une bonne question. Non, je pense que moi, je pense que ce qui m'a manqué en fait quand j'étais consultant junior, c'est d'avoir quelqu'un qui a vécu ce que c'est d'être un product owner, parce que c'était quelque chose qui était très nouveau à l'époque. Et du coup, on voyait beaucoup de théorie, mais du coup, dans la pratique, on se rendait compte que bah, la théorie, ça servait pas à grand-chose, quoi. Donc d'avoir en fait quelqu'un qui peut être là juste pour vous montrer comment ça se passe un peu de l'intérieur. J'aurais bien assisté à peut-être suivre un peu en observateur une équipe sur un sprint pour juste observer comment ça se passe et sortir un peu des bouquins, quoi. Et, enfin, ça peut aussi être dans la même manière, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite bon, devenir PO en étant sur un profil business en plus de ça? Ça rejoint la question d'avant, hein, je sais, mais Donc un profil business qui devient PO. ouais. Ouais, je pense que il doit faire deux trucs super importants. Il doit être pote à la fois avec les devs et à la fois avec le métier. C'est comme ça que le truc va fonctionner, puisque finalement, le PO, c'est aussi celui qui met un peu d'huile dans les rouages, quand même. Donc le business, bah, c'est simple, hein, il faut aller sur le terrain avec lui, quoi. Il faut vraiment pas hésiter à ne pas se laisser happer par, on va dire, le très opérationnel du projet quand on arrive sur le poste, mais se dire, OK, avant de rentrer dans le truc, laissez-moi une semaine et je veux juste faire une tournée terrain, aller en magasin pendant une semaine. En fait, je veux comprendre le métier. En fait, si vous ne faites pas ça d'entrée de jeu, après, vous allez être absorbé par un quotidien. Et au moment où il va falloir prendre des décisions, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, en fait, vous vous rendrez compte que vous ne connaissez pas du tout la vie de vos utilisateurs. Et ça sera pas trop tard, mais je veux dire, ça sera un peu dommage de s'en rendre compte à ce moment-là. Et à l'inverse, je pense qu'il faut enfin, pas à l'inverse, mais de l'autre côté, côté tech, je pense il faut pas hésiter à avoir une discussion avec les techs, enfin, de prendre des cafés avec eux régulièrement pour que eux vous donnent un petit coaching sur c'est quoi les notions importantes à comprendre, de manière à ce que vous compreniez plus facilement leurs contraintes à eux et que vous, quand vous imaginiez un produit, vous réfléchissiez déjà avec un état d'esprit de développeur en se disant OK, mais j'ai quand même telle et telle contrainte. Donc, c'est rien que je demande ça aux devs, ils vont me dire que c'est pas possible. Ouais, j'ai une dernière question pour toi. Puisqu'on est en vague GenAI, etc. Pas forcément sur la GenAI, mais dans le futur, est-ce que tu anticipes des évolutions du métier de PO? Est-ce que tu penses que les choses qui vont beaucoup changer, justement, avec le GenAI qui pourra peut-être, je ne sais pas, assurer le rôle de PO pour traduire, je ne pense pas qu'on y est aujourd'hui, hein, mais traduire le besoin business tout de suite en besoin technique. Voilà. Est-ce que selon toi, il y a des choses qui vont beaucoup évoluer? Euh, ben, c'est une bonne question. Je pense que là, on est encore aux prémices hein, de la Gen AI. C'est très intéressant comme outil. Après, en termes d'applicatif, je pense qu'on a encore un boulevard énorme de là à réussir à remplacer des gens, parce qu'il faut bien comprendre que forcément, si le métier, en fait, il exprime un besoin qui est très, très précis, etc., et que le développeur, il comprend tout de suite le besoin, et qu'en fait, il y a juste un seul interlocuteur métier pour un développeur, en fait, le PO, finalement, il sert presque plus à grand-chose. Ce qui va être compliqué, c'est quand il n'arrive pas à exprimer un besoin, donc c'est plutôt un besoin latent, en fait, en réalité,
où là, du coup, le PO, il va devoir observer les usages et de là en déduire une solution qu'il va ensuite proposer pour valider que ça répond bien aux besoins. Et après, il y a une question aussi de réussir d'un esprit de synthèse pour partir de sans besoin et de réussir à en extraire quelque chose qui va couvrir un maximum de besoins. Et ça, je vois mal, en fait, comment la Gen AI pourrait réussir à faire ça, parce que ça nécessite un rapport humain quand même assez important. Merci, j'ai plus de questions à poser, donc c'est à votre tour si vous avez des questions à distance aussi. Je ne sais pas si les personnes sur place ont des questions. Et moi, du coup, je voulais savoir, déjà, merci de ton temps, Léonard Caon. Et puis ensuite, je voulais savoir si tu avais une étude de cas précis où ça a été un challenge, mais que tu as réussi à bien le surmonter parce que tu avais appliqué une méthodologie efficace. Ouais, alors un cas précis. Non, en tout cas, un cas précis, une réussite qui a été vraiment bien. Pour moi, c'est une des premières fois où j'ai réussi à appliquer, à apprendre de pas mal d'erreurs que j'ai faites, parce que la réalité, c'est que la plupart de mes produits, mes premiers produits, ils ont bien foiré. Du coup, j'ai fait un projet avec Conforama. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, on va faire en sorte que ça fonctionne bien. Et donc, j'ai eu toute une réflexion en me disant, en fait, à quel moment il faut se poser quelles questions. Ok. Et donc, dès la vente du projet, en fait, on est arrivé avec le client, on avait une liste de prérequis. Donc, j'ai demandé au dev, j'aurais dit, listez-moi tous les trucs dont vous avez besoin au premier jour si on veut que le projet commence. Parce qu'il faut savoir que la moitié des projets artefacts, ils se prennent 2 semaines de retard parce qu'on n'a pas accès aux tables de données, parce que la donnée n'est pas là, etc. Mais c'est quand même dingue. 2 semaines, un TGM, je ne sais pas si vous vous rendez compte combien ça coûte, mais vous pouvez vous acheter une voiture. Donc, on a fait toute une liste. En fait, grâce à ça, premier jour, on avait nos accès, on connaissait la donnée, on avait la documentation, on avait un truc, on a gagné 2 semaines. Le projet, il a duré 8 semaines au total, donc il fallait être très efficace. Ensuite, on avait fait un truc, c'est qu'on avait des sessions d'arbitrage avec le business et d'analyse. Donc, on avait étudié tout un ensemble de fonctionnalités théoriquement intéressantes. Et on s'est dit, OK, on se donne 2 semaines pour évaluer la faisabilité et après, on voit ce qu'on peut faire ou pas. Et réussir à apporter une transparence aussi sur, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas, mais dans 2 semaines, on saura, on pourra prendre une décision. Ça a été très intéressant. Donc, lister, ce que je veux dire par là, c'est ce qu'il faut, c'est lister les incertitudes autour de la faisabilité. C'est quoi les questions précises auxquelles vous devez répondre pour savoir si c'est OK, pas OK. Donc, ce n'est pas juste de se dire, est-ce que la qualité est bonne? En fait, ça, c'est un concept très générique. Il faut se dire, est-ce que je peux joindre une table client avec une table de chiffre d'affaires? Est-ce que j'ai toutes mes ventes sur les 2 dernières années, etc., etc. Et donc, on a été drivé par la recherche de l'incertitude, en fait. Après, on pourrait aller plus loin, mais bon, il y a peut-être d'autres questions. En tout cas, j'espère que ça éclaire un peu plus. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ces informations issues du terrain. Voilà. Alors, moi, une petite question. À qui déconseillerais-tu de faire ce métier? Je pense que il faut avoir quand même un sens du relationnel. Donc, je pense que ceux qui ne l'ont pas, forcément, c'est plus difficile. Il faut accepter l'incertitude, dans le sens où le PO ne sait pas tout, en fait. Le business, il connaît 100% le business, le tech, il connaît 100% la tech, mais le PO, il navigue entre ces deux mondes. Et donc, il faut accepter de ne pas tout savoir, parce que si on veut tout savoir, en fait, on va se noyer dans les sujets et à la fin, on n'arrivera pas à faire son taf. Je pense que forcément, il faut avoir quand même une appétence pour les sujets tech. Si dès qu'on vous parle de code ou dès qu'on ouvre une table, vous faites un pas en arrière, c'est un peu dommage. Enfin, c'est juste que vous n'allez pas prendre de plaisir, quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'est les seuls trucs où je mettrais un bémol. Mais sinon, après, c'est un rôle plutôt sympa qui est ouvert à tous, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions à distance, Rachel et Thomas? Je réfléchissais, mais vu que ça a été déjà très clair, Léonard, bonjour.
Merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi, je suis PO, mais j'ai pas fait trop dans la data, j'étais plus dans le software. Et je me disais, je me posais la question si vous étiez aussi PO, mais pas dans la data, mais est-ce qu'il y avait une différence entre être PO sur le software normal et PO dans la data? Est-ce qu'il y a une grande différence que vous pouviez... Il y a une différence, je trouve, assez importante D'accord. parce que un PO software, en tout cas, je ne sais pas si c'est. En tout cas, moi, ce que je me projette derrière, c'est plutôt un PO, par exemple, d'un site internet, d'un front, imaginons, donc d'interface, en fait. Où là, on va essayer de réfléchir à comment Moi, je évoluer. fais back-end et front-end, donc je fais... D'accord. En tout Ok. cas, là où je veux mettre la différence, c'est que quand on parle d'interface, le PO va plutôt dire je veux un bouton, je veux une nouvelle page, je veux telle fonctionnalité, etc. Mais il va presque pas du tout s'occuper du back. Finalement, il va plutôt dire voilà ce que je veux en termes de visualisation. Et c'est les développeurs qui vont ensuite réfléchir à comment est-ce qu'on va créer le truc, mettre le bouton, etc. Quand on est PO data, sur des produits data, en fait, à la fois, on va se poser la question de c'est quoi l'output. Donc, c'est soit une table, tout simplement parce que ça va être consommé par un autre système, soit c'est une interface dans le cas de produits analytics, donc de dashboard. Mais en fait, le PO, il va aussi être sur le cœur du réacteur, c'est-à-dire la modélisation de la donnée. Et donc, en fait, l'enjeu, il va être plutôt de se dire comment est-ce que, d'un point de vue logique, je vais aller, pour atteindre l'output, connecter mes différentes tables, quelles vont être les règles de gestion que je vais implémenter, etc. Donc, c'est les règles métiers, les règles, tout ce qui. Enfin, c'est vraiment expliquer, en fait, la logique de transformation de la donnée à l'oral, de manière à ensuite un tech puisse le coder à l'écrit, en intégrant d'autres contraintes que le PO n'a pas forcément, qui va être, par exemple, un data engineer, il va chercher à réduire les coûts de process de la donnée, donc il va, au lieu d'avoir des noms, il va mettre des codes, et au lieu de créer une table de vente, en fait, il va créer plusieurs tables, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui tourne vraiment avec les données du jour. Voilà. Mais en tout cas, toute la réflexion de transformation de la donnée de la source jusqu'à l'output, ça, c'est le PO qui doit être à l'initiative de cette réflexion, comme un architecte qui définirait les plans d'une maison, tout simplement. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Merci. Non, mais vous avez posé des questions auxquelles je pensais. Alors, le PO étant la personne qui porte le sujet du client, qui est, qui fait la jointure entre les équipes tech et puis le métier. Quelle différence fondamentale on ferait avec un AMOA, par exemple? Est-ce qu'il pourrait être différencié fondamentalement un PO d'un assistant à maîtrise d'ouvrage? Alors, je connais très peu ce métier, en réalité. Donc, c'est une question sur laquelle je n'ai pas forcément beaucoup de matière pour répondre. Je pense que fondamentalement, dans certaines entreprises, on pourrait se dire que c'est le même rôle. C'est-à-dire qu'en fait, le PO peut avoir une très forte coloration de coordination d'équipes de tech, de réalisation de planning, etc. Ce qui va ressembler à de la mise en œuvre. Là où je pense qu'on va utiliser la terminologie PO, c'est qu'on va y avoir beaucoup plus d'activités autour de la user discovery, en fait. Parce qu'il y a vraiment la partie un peu coordination des techs, mais le PO, pour moi, 50% de son temps, il doit être avec les utilisateurs et trouver des réponses auxquelles les utilisateurs n'auraient même pas pensé, en fait. Donc, c'est grâce à l'observation, grâce à la discovery, qu'on va pouvoir dire, en fait, toi, tu ne le savais pas, mais tu as besoin de ça. Et l'user va dire, là, j'ai un collègue là, qui est du coup dans mon équipe. Et il a eu un feedback utilisateur en disant, c'est incroyable, je ne savais même pas que j'avais besoin de ça, mais ma vie a changé. Donc, quand un PO il reçoit ça, ça veut dire qu'il a fait son taf. Et je pense qu'un quelqu'un qui fait juste de la maîtrise d'ouvrage, vu qu'il n'a pas ce rôle de discovery, c'est pas le genre d'impact qu'il aura, en fait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Sauf si vous en avez encore. Pas particulièrement, mais...
Merci. Bah, J'en ai eu quand même. La toute dernière. Allez, dernière question. plaisir. Comment est-ce que le rôle de PO pourrait évoluer? Vers quoi pourrait-il évoluer? C'est-à-dire, Pas dans le futur, après, dans ta carrière. Voilà, toi, exactement. ok. Oui. Bah déjà, je trouve que c'est une fonction qui, comment dire, si on regarde hiérarchiquement, en fait, il y a proxy PO qui existe dans certaines organisations, PO, Product Manager, Product Lead, Head of Product. Donc il y a déjà, on va dire, sur la fonction de PO, en fonction des entreprises, il y a une hiérarchie qui permet d'évoluer. Finalement, le PO, plus il va prendre en expérience, plus il va se rapprocher d'un poste un peu de CEO, hein, puisque à la fin, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre ses utilisateurs et organiser son entreprise pour répondre à un maximum de besoins et générer un maximum de revenus. Donc, je pense que ça se dirige vers, en fait, plus on va être un PO impactant, plus on va avoir des grands projets, au plus on va se rapprocher du coup de fonctions très stratégiques dans l'entreprise, en fait. Il y a des PO qui gèrent des trucs, je ne sais pas, des PO Salesforce, hein, qui gèrent des produits avec des centaines d'équipes. Derrière les méthodos, etc., c'est des choses qui changent. Hein. Ce n'est pas forcément des équipes de 5-10 avec des méthodos Scrum, mais on va retrouver des trucs qui vont être un peu plus complexes, qui marchent plus ou moins bien. Mais, mais voilà. Merci beaucoup. Du coup, on se retrouve dans 10 ans. Si vous, Bah ouais, j'espère bien quand même. Bon. Ok. Christophe, donc,